Bien, alors je vais inviter Claire Maffeo, Nathalie Penn et Hélène Vallotto à me rejoindre pour la deuxième table ronde de la journée. Alors, cette table ronde va questionner la médiation à destination des tout-petits. Donc, nous accueillons Claire Maffeo, qui est responsable du secteur livre et lecture petite enfance au sein de la direction de la culture et du service culturel du Val-de-Marne. Elle exerce ses missions en lien avec l'attribution chaque année de l'aide à la création littéraire jeunesse pour la conception du livre pour grandir, offert aux nouveau-nés du Val-de-Marne. Elle s'occupe également de la production d'une exposition itinérante, de la médiation du livre, mais aussi de l'accompagnement des projets lecture et comptines pour les publics de la petite enfance autour de la parentalité, de l'éveil artistique et culturel. Elle s'occupe de la manifestation annuelle Partage de lecture, du comité de lecture Album Petite Enfance et des rendez-vous autour des livres et des expositions. Ça va, Claire? Vous êtes... Moi, j'en ai trop mis. Multicasquette. Voilà. Mais tu ne fais pas ça toute seule. Hein. Non, vous citez d'ailleurs dans votre présentation Martine Caviglioli et Théo Gaillot qui vous aident. Voilà. Nathalie Penn est lectrice pour le département du Val-de-Marne. Sa mission est d'offrir aux plus jeunes la possibilité d'entrer dans les récits par des lectures individuelles au sein de petits groupes. Pendant les lectures, elle incarne la voix qui donne à entendre les récits, sorte de mise en bouche des textes d'auteurs, jouant en équipe avec les illustrations d'artistes, peut-on lire sur le blog à son nom. Et vous connaissez tous désormais Hélène Vallotto, responsable du pôle jeunesse et patrimoine à la médiathèque Françoise Sagan à Paris. Elle est conservatrice du fonds patrimonial Heures Joyeuses. Elle est et a été commissaire de nombreuses expositions dédiées à la littérature jeunesse, dont l'exposition qui s'est terminée en février dernier, À hauteur de bébé, chemine avec Lucie Félix. Alors la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce qu'on peut faire une présentation rapide de ces dernières des expositions à destination des petits que vous avez présentées. Est-ce que ce sont des créations de vos institutions ou est-ce que ce sont des expositions qui sont destinées à circuler? Et voilà. Alors j'ai projeté les images de l'exposition Lucie Félix, donc si tu veux commencer, Hélène. Oui, alors nous, à Sagan, pour ceux qui ne connaissent pas, on a la chance d'avoir une salle d'exposition qui a des défauts et des qualités. Avant, on faisait nos expos dans la cage d'escalier de l'Heure Joyeuse dans le 5e arrondissement. Donc, quand on arrivait à Sagan, on trouvait ça super bien, 70 mètres carrés, même si c'est tout en longueur et plein de vitres. On trouvait ça super bien. Puis maintenant, on commence à trouver ça un peu petit, mais ça a quand même... Voilà, je suis très oulipienne sur la conception, donc les contraintes nous poussent à trouver chaque fois des dispositifs différents. Et on prolonge en général ces expositions en dehors de la salle d'exposition qui est dédiée, notamment dans les espaces de lecture publique de la bibliothèque, donc sur le plateau du premier étage, et dans la salle de lecture du patrimoine, où les lecteurs ont l'habitude de voir des contenus, parce qu'il y a des simèses et des vitrines un peu partout. Il y a 20 vitrines disséminées sur le plateau et des simèses un peu partout. Donc sous des formes, soit des toutes petites choses, des petites capsules, soit des formes plus conséquentes quand on se met en mode exposition patrimoniale, puisque... la salle d'exposition a du sens aussi. Elle a été pensée comme le lieu où on pouvait de façon privilégiée montrer les collections patrimoniales une fois par an, donc environ pendant 3 mois, une fois par an. Le fonds patrimonial sort de ses réserves où il est un peu invisible au quotidien, à part dans les petites vitrines du premier, pour investir la salle d'exposition. Donc pour répondre à ta question sur la commande, elle est un peu dans le projet d'établissement d'avoir une valorisation annuelle des collections et donc forcément de partir des collections pour proposer quelque chose qui va se renouveler à chaque fois et qui n'a pas forcément vocation à tourner parce que c'est compliqué de gérer de la logistique d'itinérance, parce que parfois c'est complété par des prêts extérieurs et que eux, ils ne nous appartiennent pas, donc on ne peut pas les faire tourner. Mais de plus en plus, on a quand même la commande
écologique, économique, etc., d'avoir quelque chose qui dure au-delà de l'exposition, et donc notamment en se raccrochant au temps fort des programmations culturelles, un peu comme là on l'a avec partage de lecture. Donc il y a un temps fort jeunesse sur le réseau qui dure 2 mois, en général en novembre-décembre, pour bénéficier de l'aura du Salon de Montreuil aussi, et donc d'être en écho à cette programmation-là, ou de l'impulser, et d'avoir quelque chose qui après peut donner lieu à des contenus qui vont tourner. Alors ça peut être juste une petite proportion, ou juste des modules qui ont été fabriqués, notamment là ça va être le cas pour cette exposition-là. Et pour terminer assez rapidement, donc, sur la dernière exposition, c'est la seule qu'on ait fait vraiment à destination de la toute petite enfance, parce que depuis le début, comme c'est un fonds patrimonial jeunesse, on essaye d'avoir à la fois, ce que disait Cheyenne tout à l'heure, le regard des chercheurs et le public originel de ces albums, qui est le public enfantin, et donc de proposer quelque chose qui soit adapté aux deux, mais qui marche surtout sur de la médiation pour la partie enfance, parce qu'on ne peut pas créer une scénographie enfant à chaque fois. Et comme on a fait plusieurs tentatives à travers des livrets, à travers des cartels dédiés, à travers de la médiation, et qu'on n'était pas complètement satisfait, on s'est dit poussons le bouchon carrément beaucoup plus loin, adressons-nous aux bébés, en prenant le truc a priori le plus difficile pour voir si ça marche de s'adresser aux bébés et aussi aux grands. Et donc là, on a essayé de proposer quelque chose qu'on aime bien faire, pareil qu'on ne peut pas faire à chaque fois, qui est de coupler une partie patrimoniale que vous voyez là dans l'entrée de la salle, avec des vitrines assez classiques et des livres en 3D dans des vitrines, mais où on exploite le fait que ce soit vertical pour avoir des choses aussi qui sont au ras du sol, ce qui peut être un problème le reste du temps. Et une deuxième partie qui est derrière la grande vitrine table blanche qui est au milieu de l'image. Si tu vas un petit peu plus loin, je crois que j'ai pris dans l'autre sens, qui est vraiment au ras du sol et avec du mobilier dédié, où là, on a joué la carte création contemporaine, donc à travers le travail de Lucie Félix, mise en regard du patrimoine, donc une co-construction avec le travail de Lucie Félix, qui a vraiment scénographié cet espace à hauteur de tout petit, avec des toutes petites vitrines dont on reparlera, qui sont à hauteur de bébé, et des prolongements, comme d'habitude, dans les espaces jeunesse. Claire ? Oui, alors donc pour le Val-de-Marne, ça remonte à assez longtemps, puisque chaque année, avec le livre qui est offert aux bébés du Val-de-Marne et à leur famille, une exposition est produite et commandée à des scénographes avec la participation des auteurs, alors plus ou moins grande selon l'auteur, les années, mais en tout cas ce sont vraiment des expositions itinérantes à part entière qui vont valoriser donc déjà le livre, la démarche de création de l'auteur, mais surtout aussi proposer aux tout petits une exploration libre, sensorimotrice aussi, à partir de modules ludiques qui lui sont proposés. Alors comme ce sont des expositions itinérantes, nous n'avons pas de lieu dédié, mais elles sont prêtées aux médiathèques qui en font la demande, à certains lieux de la petite enfance, et donc elles peuvent donc intéresser le public adulte aussi, puisque c'est aussi notre souhait que les parents s'y intéressent. Alors il y a aussi donc tout le temps une partie qui explique la démarche de création de l'auteur, mais aussi des espaces de lecture, de jeux, dans lesquels les parents sont invités à s'installer et à partager aussi un moment avec leurs tout-petits. Donc on a actuellement 17 expositions qui sont mises à la disposition des structures, des équipes qui en font la demande, avec généralement chaque année 20 prêts pour le département du Val-de-Marne et 11 locations en région. Donc c'est vraiment une activité assez soutenue au sein du département. Et c'est vraiment aussi un accompagnement aussi vers le livre, la lecture et la création, mais aussi, comme je l'ai dit, aussi autour de l'éveil artistique et culturel, de la parentalité. Ça aussi, c'est un volet important, puisque le département aussi accompagne un réseau très important de crèches, PMI, foyers de l'enfance et placements familiaux départementaux, où là, il y a aussi des actions qui peuvent être menées autour de ces expositions. Et Nathalie, dans quel lieu intervenez-vous? Quel type d'exposition? Alors moi, en tant que lectrice, j'interviens dans des lieux comme les PMI, les relais assistantes maternelles, les crèches collectives. Donc autant dire qu'à chaque fois, l'architecture peut être totalement variable. Et on parlait des espaces depuis ce matin. Et ça peut être très, très
variées. Et donc en fonction des structures, parfois c'est sous le regard des parents et d'autres fois c'est simplement avec les professionnels de la structure. Okay. Alors j'ai une question, enfin, le public de la toute petite enfance est vraiment un public particulier. Comment est-ce que vos équipes reçoivent ces expositions? Comment formez-vous vos équipes? Donc la médiation déjà à destination de vos équipes. Quel est le rôle des membres de vos équipes entre gestion de l'exposition, installation, médiation? Alors, donc déjà, donc l'exposition est présentée donc déjà à l'occasion du vernissage du livre. Donc là, on organise une soirée de présentation avec visite de l'exposition en présence donc des scénographes, de l'auteur. Ensuite, donc quand l'exposition est exposée, donc on organise aussi un temps d'accompagnement, comme par exemple j'ai pu le faire hier avec Sarah Chevaux dans le cadre de l'exposition 7 comptines d'oiselles et d'oiseaux. Et donc ce qu'on souhaite faire là, c'est vraiment développer encore plus cette médiation, puisque donc c'est vraiment véritablement là plutôt les bibliothécaires qui s'en emparent. Donc on a aussi la mission de notre régisseur qui vient rencontrer l'équipe, qui conseille aussi sur la mise en place donc, de l'exposition au sein de la structure. Il y a toujours aussi un temps d'échange pour voir comment on peut aménager au mieux le parcours et l'aménagement aussi de l'exposition au sein de l'espace pour fluidifier et aussi pour aménager aussi des temps plus calmes pour la toute petite enfance, pour certains modules de la petite enfance. Donc l'idée, nous, c'est vraiment de développer la médiation pour les professionnels aussi de la PMI. À cette occasion, voilà, on va vraiment emmener les équipes lorsqu'il y aura une présentation dans une médiathèque pour vraiment leur expliquer les ressources donc, de cette exposition et vraiment les associer aussi pleinement à la médiation. Autant les bibliothécaires souvent sont assez impliqués dans la médiation et on a souvent les mêmes médiathèques qui nous empruntent l'exposition, donc elles sont assez à l'aise. Autant les professionnels de la petite enfance, c'est quelque chose qui est beaucoup plus éloigné de leur pratique. Hélène? Alors dans notre cas, il y a plusieurs choses qui peuvent être valables pour toutes les expositions et certaines qui sont vraiment liées à l'exposition et au travail avec Lucie Félix. Initialement, avec Lucie Félix, on avait un projet de résidence qui finalement, pour tout un tas de raisons, ne s'est pas fait. Donc, il y a eu un travail très très longtemps en amont de collaboration et de prise de contact et de réflexion dans le cadre d'une résidence dont l'exposition devait être un peu la rétrospective, enfin, la phase publique. Du coup, on a dû un peu changer notre fusil d'épaule en cours de route et s'adapter. Il y a un autre axe qui est l'équipe du patrimoine et en particulier moi, puisque je suis souvent en position de commissariat ou de commissariat scientifique, qui pilote la partie conception de l'exposition. Et par contre, en s'appuyant sur l'équipe jeunesse, et le but, il y a un peu un système de cercle concentrique, c'est-à-dire qu'il y a un noyau au départ sur les collections et sur... parce qu'il faut bien quelqu'un qui pilote l'avion sur les orientations scénographiques, sur la coordination des différents calendriers et la production de l'expo qui se fait du côté de notre opérateur culturel qui est Bibliocité, et donc les ateliers qui vont fabriquer tout ça, qui sont des ateliers de la ville. Et plus ça va, plus il faut aussi intégrer l'autre bout de la chaîne, c'est-à-dire les équipes qui vont faire vivre cette exposition, avec l'idée que dans le cas de la toute petite enfance, on a des collègues qui ne sont pas à l'aise, qui travaillent dans d'autres sections que la section jeunesse, qui sont déjà pas à l'aise au quotidien avec l'idée d'être polyvalent et de faire de la médiation en exposition, quel que soit le sujet de l'exposition. Alors si en plus on leur met des bébés et des couches dans les pattes, c'était compliqué. Donc on le savait qu'on partait avec ce handicap de départ. Du coup, ça nous a obligés à améliorer encore notre process et à faire d'une faiblesse une force. Enfin, je le vois comme ça. C'est-à-dire à organiser des rencontres avec Lucie Félix, avec ses différents cercles concentriques très longtemps en amont, à faire des points très réguliers lorsqu'on a des réunions d'équipe pour juste dédramatiser et qu'ils prennent connaissance de ses livres, par exemple,
Et finalement, la partie patrimoniale, elle est passée toute seule parce que c'était que des livres et du papier, donc ça faisait moins peur. Alors que d'habitude, le côté historique, le côté question pointue, ça les angoisse un petit peu. Là, ça a relativisé ça, donc c'était pas mal non plus. Et puis, il y a, en fait, le temps est assez élastique, donc il y a des choses qui se font de façon très très rapprochée avant le vernissage, il y a des choses qui se font très très longtemps en avance. Donc il y a plusieurs axes qui se font en parallèle. Il y a le moment angoissant où on a tout ce qu'on veut mettre dans la salle et on ne sait pas encore comment on va le mettre en espace. Et puis après, il y a le moment où ça se décante parce qu'à partir du moment où on le met en espace, on affine la sélection. Il y a un moment où on en a trop dans tous les sens et il faut bien tirer le fil d'un côté. Et donc là, on a pour cette fois-ci utilisé le système des tamis successifs, c'est-à-dire au lieu de mettre l'équipe du patrimoine qui était déjà fatiguée de l'exposition précédente au début du dispositif, on a consulté toute l'équipe jeunesse qui est plus connaisseuse de la petite enfance et on s'est appuyé sur des structures qui existent déjà, donc tout le réseau partenaire et on a un comité de lecture, donc on a des lecteurs de lire aussi. Donc on a associé tout ce monde-là qui connaît bien la petite enfance et la production pour la petite enfance pour déjà repérer des choses avec leur œil de connaisseurs de la petite enfance mais qui ne connaissent pas les collections patrimoniales, pour aller piocher dans les collections patrimoniales avec des moyens de recherche qui vont peut-être être moins efficaces a priori que ceux qui connaissent déjà bien la collection patrimoniale, mais qui vont remonter des choses différentes dans les filets. Et du coup, on a pu croiser les points de vue et faire émerger des livres que nous, on ne serait pas spontanément allés chercher parce qu'on va vers ce qu'on connaît, c'est humain. Et donc, avoir des regards un peu différents. Et comme ça, tout le monde s'est senti associé, tout le monde a pu s'emparer d'un axe ou d'un autre et commencer à prévoir qui des accueils de classe, qui des lectures à des groupes, etc. Donc ça a fonctionné plutôt bien comme ça et on est en train d'essayer de réitérer pour les prochaines, même s'il n'y aura pas de petite enfance, mais il y aura toujours le sujet patrimoine et jeunesse. Et je crois que j'oublie un aspect dans ta question, mais ça reviendra après et c'est pas forcément très grave. Oui, il y a tout. Par contre, il y a la partie, une fois, ça c'est la partie conception, et une fois que l'expo est en place, là, ça repose, il y a des choses auxquelles on ne pense jamais, mais une partie ménage, assurance voilà, que tout va bien au quotidien. Donc, soit il y a des consommables à remettre en place, soit sur des expos petite enfance, il y a un budget Ajax assez important. Traces de doigts, crottes de nez, vomi, tout ce que vous voulez. On n'en parle jamais, mais c'est hyper important parce qu'au final, là, ça nous prenait 1h30 tous les matins. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi prévoir un planning aspiration du tapis tactile super chouette, mais qui passe pas sur le marché des prestations ménage, ce genre de choses. Et puis anticipation de beaucoup de choses. Et évidemment, ce qui est génial et dont on parlait, je ne sais plus si c'est Anne ou Émilie ce matin, mais il y a un cadre qui est prévu, où c'est Anne Gardadour qui en parlait aussi sur la mobilité dans l'expo. Il y a un cadre qui est prévu, mais évidemment, les enfants sont pleins de ressources et donc ils vont toujours trouver soit la micro-faille à laquelle on n'a pas pensé, soit un objet détourné, et donc l'adaptation permanente. Nathalie, comment est-ce qu'on s'installe pour lire à des enfants dans des expositions qui sont... Alors déjà, dans le processus de la lecture individuelle au sein d'un petit groupe dont tu parlais au départ, l'habitude est donnée aux lectrices déjà de s'installer dans l'espace tel qu'il est constitué et d'y implanter, d'y déployer une sélection d'albums dans lesquels les enfants vont pouvoir puiser des tas de choses. Donc en fait, ce que ça va faire, c'est que ça va ajouter, je dirais, une dimension supplémentaire dans ces espaces-là, en l'enrichissant justement d'une proposition qui sort du quotidien, qui va souvent être esthétique, carrément ludique, ou si ce n'est pas prévu à la base, de toute façon les enfants vont suffisamment bien le détourner pour en profiter. Et donc je dirais que c'est presque un facilitateur en fait pour rentrer en médiation et en communication avec les enfants, mais aussi avec les adultes qui vont les accompagner, puisque forcément ils vont pouvoir s'emparer, je ne sais pas, je peux donner des exemples, si je parle de la mode de beurre par exemple, de l'exposition de ce matin. Je vous ai rapporté le livre là. Je ne sais pas si vous parce qu'il s'est passé beaucoup de choses avec cette mode de beurre. Cette mode de beurre qui est gigantesque là dans cet espace-là. Il s'est passé énormément de choses et cette mode de beurre a souvent été investie comme un coussin géant avec lequel on peut grimper, s'asseoir et puis sautiller comme ça un petit peu parce qu'en plus elles rebondissent, elles ne font pas. En vérité, elles ne font pas. Et puis il y a cette petite entame qui est délicieuse pour en faire un petit toboggan, vous voyez. Et donc forcément, ça va créer avec le corps et avec les élans des rencontres,
des réactions qui peuvent être parfois simplement de protection de la part de la famille ou même de moi-même, parce que moi j'ai une observation, je peux la donner maintenant, une observation où justement j'avais une enfant de 4 ans, c'est dans une PMI, alors là puisqu'on parle des espaces, c'est une PMI avec un espace absolument incroyable, sur 3 étages avec des salles que j'appellerais triangulaires. J'appelle ça, moi dans ma tête, je l'ai prénommé la PMI hérissée, c'est-à-dire que c'est absolument incroyable d'avoir des triangles aussi pointus pour pouvoir justement y vivre. Et cette PMI avait choisi justement l'exposition de ce matin, mais vu que son espace était vraiment très, très, très particulier, l'équipe en concertation avait choisi de ne pas prendre la totalité de l'exposition parce qu'elle ne pouvait pas l'accueillir. Et donc elle avait opté sur la plaquette de beurre, la tartine de pain et 3 panneaux de la maison. Et moi, cette plaquette de beurre, donc je sais, elle est au premier étage et il y a une enfant de 4 ans qui décide vraiment de l'investir comme une montagne à escalader. Et une fois qu'elle est en haut de cette montagne, eh ben, elle commence à sautiller un petit peu comme ça dessus. La maman a l'air plutôt rassurée et moi, moyennement. Donc je décide puisque tu parles d'adaptation, c'est vraiment ça, je décide de m'adosser à cette mode de beurre tout en lui proposant la lecture de ce matin. En même temps, je me dis comme ça, de toute façon, je ne suis pas très loin. Si jamais cet enfant devait glisser de la mode de beurre, je la rattraperai à ce moment-là. Bon, il s'est passé d'autres observations, c'est-à-dire que la lecture a fait aussi son petit travail, ce qui fait qu'en vérité, j'ai jamais lu comme ça, hein, à part avec cette mode de beurre, c'est-à-dire que cette petite fille s'est mise à genoux sur cette mode de beurre, et c'est elle qui me surplombait de toute sa taille. Moi, je lui lisais l'album, elle me regardait vraiment par-dessus la tête, et on a pu lire cet album ensemble, qu'elle a pu en plus, quand ça s'est terminé, je lui ai donné la main, et elle a pu descendre de cette mode de beurre par ce toboggan improvisé. Donc c'est vraiment des relations supplémentaires, je dirais. Ça permet vraiment des relations à la fois ludiques et plaisantes et qui facilitent justement l'entrée dans le plaisir aussi de la lecture et du jeu. Ça me permet d'enchaîner. Donc la mode de beurre va faire transition. Comment vous donnez du coup dans l'exposition Lucie Félix ou dans les expositions que vous proposez, comment vous avez donné à voir, à comprendre, à rentrer dans l'univers d'un auteur dans vos expositions? Alors oui, dans nos expositions, nous on a toujours donc donc déjà on montre le processus de création donc de l'auteur. Ici vous voyez donc l'exposition de Sarah Chevaux où elle a conçu tout un ensemble donc de panneaux qui sont inclinés donc du plus bas au plus haut. Donc on est vraiment dans quelque chose où les enfants peuvent découvrir aussi le processus des images vraiment à leur hauteur et qui intéresse aussi donc les adultes, les parents. Et ensuite, on va vraiment vers la partie exploration, immersion. Alors on est vraiment on laisse quand même, nous, c'est vraiment une volonté aussi donc de laisser l'enfant aussi dans un parcours libre. Alors c'est vrai que pour accompagner les équipes dans leur médiation, donc on explique, voilà, pour certains modules le côté technique. Donc ça, il y a un petit livret qui est mis à disposition. Mais la plupart du temps, ce qu'on explique aussi, donc voilà, aux médiateurs, c'est de laisser aussi l'enfant rentrer en contact avec les différentes propositions. Et donc ça fonctionne souvent voilà, très très bien, comme l'expliquait donc Nathalie. Il y a vraiment aussi le hasard qui fait que les enfants aussi déclenchent leur imaginaire. Voilà, l'adulte suit. Il y a quelque chose qui se fait vraiment d'une façon aussi spontanée. Et là, pour nous, c'est très important. Et puis, voilà, donc de l'autre côté, là, on aperçoit, donc là, donc là, c'est Sarah Chevaux aussi qui a eu l'idée donc de ces norènes, ces rideaux traversants, comme si on rentrait dans une autre dimension, dans l'univers du livre. Et ensuite, on a on aperçoit derrière les cloches d'écoute, les différents jeux, et puis aussi ces présentoirs où elle a sorti vraiment les 7 petits livres de leur coffret, pour qu'il y ait vraiment aussi ce va-et-vient entre le livre et le jeu. On a vraiment aussi toute cette dimension de l'écoute qui était pour elle très important, puisqu'elle a vraiment travaillé aussi sur le cri des oiseaux, le chant des oiseaux.
ça a fait aussi, voilà, ça a été aussi l'occasion d'une création avec un Centre national de création musicale, la Muse en circuit, et d'une compositrice et musicienne, Marie-Lou, qui a donc imaginé toute une musique. Et Sarah Chevaux a enregistré aussi des textes qui sont lus et accompagnés aussi parfois de cette musique. Et donc les enfants sont, sont invités à se mettre. Alors il y a des mobiliers vraiment très très bas pour les petits, un petit peu plus grands pour les adultes. Et donc on s'assied, on écoute l'histoire, sans être voilà, un petit peu enfermé par le casque. Ce que voulait aussi Sarah, c'est qu'on soit aussi dans quelque chose de beau, esthétique, ouvert et en même temps dans l'intimité. Donc on a tout le temps ce va-et-vient aussi entre, on est un petit peu dans son cocon, mais on est aussi dans le collectif, l'ouverture, l'expérience. Voilà, donc je ne vais pas trop en dire non plus, parce qu'il n'y a pas que moi. Voilà. Et pour l'exposition Lucie Félix, du coup Justement, cette idée de à la fois cocon et à la fois collectif, c'est vraiment un peu ça. Je pense que c'est quelque chose qui est commun à pas mal de démarches aussi d'auteurs jeunes publics. Lucie s'exprime par le livre, mais elle s'appuie aussi sur toute une démarche d'atelier qui nourrit sa production. Enfin, ça se fait d'aller et retour. Et donc, dès le départ, l'idée, c'était d'avoir un espace. Donc, ça rejoint aussi les problématiques qu'on a évoquées ce matin sur le fait que les petits ont besoin de bouger et qu'en plus, entre 0 et 3 ans, ils n'ont pas tous besoin de bouger avec la même disposition. Hein, certains sur le dos, certains sur le ventre, certains à 4 pattes, certains debout. Et du coup, on avait dans la partie patrimoniale une première présentation de l'œuvre de Lucie à travers une vitrine entière qui lui était consacrée avec plutôt des travaux préparatoires, des sources d'inspiration. C'était un peu l'idée héritée de la résidence aussi de lui offrir un accès sur mesure à la collection pour qu'elle puisse se nourrir aussi parce qu'elle est très inspirée par Munari, Komagata, Les Trois Ours, etc. Donc des choses qu'elle avait sélectionnées elle et des choses que nous on lui a apportées en résonance avec ce qu'elle faisait. Et dans la partie vraiment conçue à hauteur de tout petit, elle apportait des livres à lire. Tous ces livres étaient disponibles en lecture sur place et en manipulation, puisque c'est des livres qui se manipulent. Donc on pouvait se mettre au sol, il y avait des assises proposées ou juste un lino qui isolait du béton ciré. Et puis des vitrines à hauteur de tout petit et des jeux à manipuler, que ce soit ces archibidules à bascule qui pouvaient se construire, des jeux de coucou cachés avec des tubes en carton, avec des œufs à faire circuler dedans, des cheminements à construire alors à plat ou en relief. Là, c'est des morceaux de lino qu'on pouvait disposer un peu comme on voulait, mais il y avait aussi des petits pas avec différentes hauteurs, une cabane en carton. Bref, tout un tas de lieux où on pouvait s'installer de façon différente selon les âges et selon les volontés. Et des jeux de création aussi sur les vitres en jouant sur la transparence. Et là aussi, on avait utilisé tout un vocabulaire de formes tiré d'un des albums de Lucie avec un certain nombre de combinaisons possibles, de jeux de couleurs, etc. Et évidemment, très rapidement, les enfants ont proposé ces fruits, ces légumes, ces visages qui n'existent absolument pas dans l'univers de Lucie. Et donc ça, c'était assez génial de voir au jour le jour tout ça arriver. Et ça a mis en place aussi des réflexes un peu d'études sociologiques dont peut-être parlait un peu Cheyenne tout à l'heure. C'est que les collègues avaient tellement préparé, anticipé comme ça ces choses-là qu'en fait, ils ont eu très rapidement à cœur de noter des observations de lecture et d'avoir tout un tas de petits recueils et de les partager spontanément. C'était un petit peu le truc qui ramenait du soleil dans la journée au lieu d'être l'endroit où personne ne voulait aller parce que peur des tout petits. Donc finalement, ça n'a pas marché pour tout le monde à tous les coups. Hein, je n'enjolive pas non plus complètement la situation, mais voilà. Et ce qui est dingue, c'est que ça continue à fonctionner. C'est-à-dire que pas plus tard qu'hier, j'ai une collègue qui est venue me voir avec une grosse banane en me disant... J'avais un bébé tout petit qui pleurait sur le tapis, je ne savais pas trop comment le dérider, j'ai sorti coucou de Lucie Félix, je l'ai mis autour de lui, ça fait une demi-heure qu'il se marre, il faut que tu ailles voir ça, c'est trop rigolo quoi. Donc finalement, et ce petit n'avait pas pu fréquenter, je pense qu'il n'était pas né pendant l'exposition quasiment, tellement il était petit. Donc c'était une découverte pour lui, c'était pas une réminiscence de ce qu'il avait pu observer, mais ça continue à fonctionner, et en tout cas ça a créé des réflexes dans l'équipe, et ça c'est plutôt hyper positif. Je m'interrogeais sur la place des parents dans vos expositions.
Est-ce que déjà les médiateurs entrent en contact avec les parents? Est-ce que les parents s'intéressent aux expositions? Est-ce que vous avez constaté une évolution du lien du parent avec les expositions? Sont-ils consommateurs ou sont-ils impliqués dans la découverte de l'exposition? Et même qui fréquente les expositions, notamment en PMI? Alors en PMI, là je vais me faire la voix de l'équipe de la PMI qui m'a transmis justement ce témoignage, parce que moi je ne l'ai pas vécu en direct, mais j'ai un très très beau retour justement d'une résidence avec Julia Chausson, comme ça on fait du lien avec l'exposition que vous venez de voir, et justement avec une proposition qui avait été faite autour d'une petite cabane, une petite maison sans toit, avec une façade aimantée, qui propose de façon très très ludique aux enfants de pouvoir non seulement rentrer dans la maison, sortir de la maison comme ils le souhaitent, mais aussi lui donner les émotions qu'ils souhaitent. C'est pour faire écho à ce petit chausson qui est sorti, qui est un des derniers sortis, qui s'appelle « Je fais le tour de ma maison ». Et en fait, le retour de cette équipe de PMI, c'est que ça a été carrément une bouffée d'air. Et quand elle dit une bouffée d'air, elle parle pour les adultes. Elle ne parle pas là que pour les enfants. Elle parle pour l'équipe de la PMI, les professionnels, mais aussi pour les familles. Parce que ça, Claire, je pense que tu en parleras mieux que moi du dispositif. Mais ça a été beaucoup plus justement que la mise en place d'une exposition dans la PMI. Ça a été beaucoup plus loin, Claire vous l'expliquera. Mais moi, je veux bien vous retransmettre les mots que j'ai recueillis de sa propre bouche, où elle parle justement d'un complément esthétique pour les familles qui s'émerveillent devant la beauté de ce qui leur est présenté, qu'en plus elles apprécient le fait que l'art d'un coup devient accessible à des moments de disponibilité qui sont justement le temps d'attente dans un temps de consultation, dans une salle d'attente de PMI, et que même lorsque ces familles ne font que passer, l'émerveillement est quand même palpable et saisissable et transmis et partagé. Donc en fin de compte, elle a quand même employé le mot de cadeau. Ça a été vécu comme un cadeau pour les adultes. Là, je parle vraiment pour les adultes, parce que c'est toujours un petit peu les personnes qui restent parfois un petit peu plus au bord que les enfants. Les enfants s'en sont emparés, bien évidemment, avec beaucoup de plaisir. Et elle m'a même utilisé le mot de soin. C'est-à-dire que ça a vraiment été une source de soins et de bien-être pour les familles qui venaient sur cette PMI, mais aussi pour l'équipe. Et justement, pour rebondir sur ce que tu disais, ça laisse aussi une empreinte. C'est-à-dire que ça ne fait pas que passer. C'est-à-dire quand il y a une exposition comme ça qui passe dans une structure comme une PMI, en plus, sur les 2 territoires dont je vous parle, ce sont des territoires où ce sont quand même des familles qui peuvent être en très très grande précarité. Elle le reçoit vraiment comme un moment de bien-être et de soins et qui va laisser une trace pour la suite. Surtout, oui, donc dans le cadre de cette résidence aussi, on avait organisé aussi des ateliers avec les familles à la PMI avec Julia Chausson. Donc ça a créé aussi vraiment aussi là une proximité avec l'œuvre, une rencontre avec l'artiste et aussi pour les professionnels de la PMI aussi, donc de s'engager aussi pleinement aussi dans la médiation. Donc ça, il y avait eu tout un travail préparatoire aussi, puisqu'on avait fait une sorte de petite masterclass avant avec tous les professionnels concernés de la ville. C'était à Champigny, donc avec les professionnels de crèche, PMI, voilà, donc la médiathèque bien sûr qui a accompagné. Donc tout ça, ça a créé aussi, ça a essaimé vraiment sur la ville. C'était vraiment un projet formidable. Et puis un autre projet là, qui a été vraiment aussi participatif avec les familles, mais d'une toute autre façon. C'était donc lors de l'exposition Do Rêver, qui est un peu plus ancienne. Donc on avait eu une petite consigne d'introduire quand même le numérique. Donc ce qu'on a fait, ce qu'on a essayé de faire avec un jeu, voilà. Donc alors là on voit une partie, mais il y avait aussi un jeu de tactile sur écran où on frottait, on voyait apparaître différents animaux, puisque là le sujet de Do Rêver c'est les animaux, les rêves des animaux, voilà. Et donc il y avait eu un projet d'accompagnement avec les familles autour des langues. Donc on avait donc proposé aux familles de traduire les phrases de ce jeu vidéo. Alors il y avait 7 langues, donc ça a été vraiment toute une aventure avec les familles. Alors certaines familles de PMI, mais aussi des assistantes maternelles, des collègues aussi du département qui travaillaient aussi bien, voilà, donc au service communication, voilà,
Donc ça a créé vraiment toute une émulation autour de ce projet. Et si bien que voilà, donc l'exposition est partie en PMI. Alors elle a été vraiment, au départ, ça a un peu impressionné parce qu'il y a ce grand kiosque, je ne sais pas si on le verra, où c'est vraiment une immersion. On rentre dans une tente où on entend les bruits de la nuit. Et il y avait donc ce jeu vidéo auquel les parents étaient invités aussi à découvrir, et qui valorisait aussi tout ce travail aussi de participation avec les familles. Donc, alors je ne sais pas si on verra après, mais donc ça avait été aussi une belle aventure voilà, dans la construction d'une proposition de l'exposition, en tout cas, qui va au-delà du numérique, puisqu'après on a laissé tomber quand même à part l'enregistrement, les propositions numériques sur écran. Trop complexe à utiliser par les équipes, de toute façon. Oui, dans la partie ménage, il y avait aussi la partie faire charger tout le dispositif, ne serait-ce que mettre en place le son, la lumière, tout ça, recharger les objets connectés, voilà. On a eu moins de galères techniques que là, mais ça peut arriver quand même aussi. Surtout la question de la maintenance, c'est pas toujours évident dans les collectivités. Sur la question du positionnement des adultes, j'ai envie de dire c'est un peu comme dans le reste des espaces de la bibliothèque. Il y a des enfants dont les parents, oui, prenaient un peu ça comme un endroit pour souffler, mais sans accompagner les enfants. Or, il y avait bien des cartels, y compris dessinés par Lucie, qui rappelaient les consignes pour dire que c'était pas open bar, qui avait quand même, l'idée c'était d'avoir un moment d'échange enfants-parents et que c'était pas la garderie et le bibliothécaire présent sur place qui faisait la garderie. Mais il y avait aussi surtout des super chouettes moments justement d'échange, de parents qui pouvaient souffler en disant on a plus de place qu'à la maison, où on découvre des clés d'accès aux livres, ou bien on se parlait aussi de questions de barrières de langue. On a pu entendre par exemple Hariki, lu en finnois, traduit en simultané par une maman à son petit, des choses très exotiques. Et en ce qui concerne les nounous, qui sont parfois un sujet, notamment l'hiver, où on a des problématiques de saturation des poussettes et de nounous qui viennent toutes à la sortie de l'école, c'est humain. En fait, il y a un phénomène très météo-dépendant. Il y a l'école maternelle, le square, la bibliothèque. Il fait beau, elles sont au square, il pleut, elles sont à la médiathèque. Et entre novembre et février, c'est pile poil le moment où il fait nuit très tôt et en plus il fait moche. Donc ils viennent beaucoup à la bibliothèque. Là, ça a été plutôt un gain, puisque la salle d'exposition permettait de doubler la surface dévolue aux tout-petits habituels, puisqu'il restait l'espace pérenne au premier étage, et il y avait en plus la salle d'expo. Bon, après, il y avait parfois pugilat pour qui serait en haut, qui serait en bas, mais c'est un autre sujet. Et du coup, ça a permis, certaines nounous qui sont assez éloignées du livre en général, de vraiment s'approprier les livres de Lucie, de se mettre en position de lecture, ce qu'elle ne faisait pas spécialement, tout en ayant aussi un peu le temps de souffler. Bon, certaines nous ont dit c'est bien d'avoir pensé à faire un square couvert. C'était pas tout à fait le projet, mais ça veut dire qu'elles avaient conçu, saisi l'opportunité d'un espace de jeu, mais en même temps, voilà. Bon. Et il y avait un vrai enjeu quand même, parce que cette salle d'exposition, il ne s'y passe rien pour les petits d'habitude, et elle est au-delà de l'ascenseur, donc il fallait que les gens poursuivent un parcours jusqu'où ils n'allaient pas d'habitude. Donc on avait misé sur les couleurs très vives dans notre espace tout blanc pour attirer, et le bouche à oreille a très bien fonctionné. Puis on avait un système de signalétique au sol, plus anticiper des questions de vestiaire, etc. Donc ça a bien fonctionné. Et du coup, les adultes avaient quand même tendance à se poser avec les enfants du côté tout petit, parce qu'en plus, après, une fois qu'ils avaient enlevé les chaussures, etc., ils étaient mieux dans cet espace-là que sur le béton tout froid. Mais certains ont réussi à concilier une visite de l'exposition pour eux, et les papas ont été rudement mis à contribution pour être avec le petit pendant que les mamans regardaient l'expo. C'était souvent dans ce sens-là, je suis désolée. Mais voilà, ça a permis, ou des enfants qui venaient voir l'exposition plutôt adulte, plutôt patrimoniale, en porte-bébé notamment. Et ce qui a été assez chouette aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de retours positifs sur des parents qui vraiment s'emparaient de clés à reproduire à la maison, ce qui était une volonté de Lucie, c'est-à-dire des tuyaux en carton, c'est facile d'en avoir à la maison. Là, bien sûr, il y a des objets manufacturés du commerce et des objets conçus pour l'exposition, donc certains qui ressemblent plus à des petites sculptures, etc., qu'on ne peut pas trouver comme ça, mais il y avait aussi tout un jeu de pieds de lit, patères, cerceaux en bois, anneaux de dentition, etc., qu'on peut se procurer assez facilement et qui finalement leur donnait des idées. Et pareil, le jeu sur les vitres, on peut le reproduire à la maison sur un miroir ou sur une vitre en découpant dans des protège-cahiers transparents.
le fait d'avoir des petits pas en lino et pas seulement construits, usinés par les services techniques de la ville, je crois qu'on a fait le Noël d'un certain nombre de parents parce qu'il y avait, quand je vous disais qu'on avait essayé d'anticiper un certain nombre de choses, le vestiaire, enlever les chaussures, les manteaux, tout ça on avait prévu. Ce qu'on n'avait pas prévu, c'est les enfants qui ne veulent pas quitter l'exposition et qui se roulent par terre en faisant une crise, et les parents très démunis parce qu'eux ont remis leurs chaussures et bon, ils comptaient sur la peur de l'abandon et ça ne marchait pas du tout. Et donc le problème, c'est que le bibliothécaire il est entre les deux. Il n'est pas normalement censé prendre l'enfant dans ses bras pour le ramener hurlant et trépignant à son parent, mais à un moment donné il faut quand même régler la situation, y compris sonore. Et donc là on a utilisé les clés que Lucie nous avait déjà données en prenant ces petits pas japonais en lino qu'on utilisait normalement que pour des accueils un peu captifs, crèches, classes, etc. Pour dessiner un chemin à l'enfant vers le vestiaire, donc sortir de l'espace tout petit pour aller vers le vestiaire. Comme on n'a pas assez de petits pas, il trouve l'astuce tout seul de se retourner, de prendre le paquet derrière pour le mettre devant. Et donc il crée un trou, donc il ne peut plus retourner en arrière. Il remet ses chaussures et il est tout content. Et là j'ai des papas qui viennent me voir et qui me disent « C'est quoi votre truc ? Enfin, c'est quoi la matière ? Je peux acheter ça où ?» Je crois que j'aurais pu avoir des actions chez Leroy Merlin, vraiment. Parce que vraiment, pour aller se brosser les dents le soir, je veux ça pour Noël. Donc voilà, on a pu à la fois des choses plus artistiques, les dessins sur les vitres, tout ça, ou les jeux de construction avec des formes en bois, et aussi des astuces de ce genre-là qui ont a priori révolutionné, enfin je leur souhaite, la vie de certains parents. Donc finalement, il y a eu de tout, mais il y a quand même eu du positif, y compris s'emparer de processus prévus pour les tout-petits. Là, c'est pour ça qu'on a ce sapin de Noël pour des plus grands, parce que quand même dans les fratries, il y avait des petits qui s'éclataient et des plus grands qui disaient « Bon, je viens avec ma petite sœur ou mon petit frère pour avoir un alibi », mais qui en fait s'éclataient autant, voire des adultes que j'ai vus allongés par terre pendant plusieurs heures. Donc au final, on a pu décliner des choses qui étaient faites en grand pour la manipulation des petites mains, pour les reproduire pour les petits. Et pour la partie patrimoniale, les grands s'en sont emparés, mais les petits aussi, d'abord parce qu'ils avaient des vitrines à leur taille, ensuite parce qu'ils voyaient les grands regarder les vitrines, et donc à un moment ça les a tarabustés, et notamment la grande vitrine table, pour lesquelles pour le coup ils n'avaient pas d'accès. Ils ont trouvé des solutions là aussi tout seuls en empilant soit des coussins, soit les petits pas japonais pour avoir un marchepied pour regarder dedans, soit en s'emparant de ce qui était en pied de vitrine. Et le Bernie qu'on voyait là tout à l'heure, il était placé stratégiquement en sortie de l'espace bébé, et il a eu un nombre incalculable de câlins. J'ai pas vu les enfants se mettre à danser avec lui, mais en tout cas à lui faire des câlins rien qu'avec le nombre de traces de doigts, de bouche, etc. On voyait que ça fonctionnait. Et c'est pour ça aussi qu'on avait placé pas mal d'objets, puisqu'on avait une expo de hochets de designers en lien avec l'exposition au premier étage. On en avait gardé quelques-uns pour les pieds de vitrine, et ça fonctionnait aussi bien d'avoir du relief, encore plus en relief que du livre, pour ces aspects-là. Alors, on est obligé d'accélérer un petit peu parce qu'on est attendu à la maison Doisneau. On en a parlé ce matin, mais quand même, dans vos expositions, comment est conçue la médiation vers les tout-petits, la place du corps, la place des 5 sens, la place du jeu, et on l'a vu tout à l'heure un peu, mais comment on utilise les structures de l'exposition pour faire passer l'univers d'un auteur, et est-ce qu'on entend des histoires dans vos expositions ? Alors oui, on entend des histoires, comme par exemple nous dans l'exposition Le Nid. J'y vais. Donc là, on l'a dit avec les cloches. Il y a le grand chapeau. Alors oui, là, il y a la cloche, donc la cloche d'écoute, imaginée par le. Alors c'était avec Sarah Chevaux et le collectif de designers Non Pareil, qui est aussi à Bruxelles, donc qui ont imaginé. Il y a aussi cet objet qu'on pose au sol, donc c'est un gros cube, et par transmission osseuse, on peut donc aussi écouter le chant des oiseaux et une histoire, partie de l'histoire racontée par Sarah Chevaux. Alors ça aussi c'est un peu technique, ça marche et ça marche pas. Hier on a vu avec Sarah, ça ne fonctionnait pas trop, mais enfin bon, ça fait partie, voilà, trop de technique après peut être un peu contraignant. Là, c'est donc l'exposition Le Nid qui avait été imaginée là, par notre régisseur et scénographe Michael Horschmann, Tada Machine, et Laetitia Le Sceau, donc qui avait imaginé aussi donc ce grand nid, et à partir duquel on pouvait écouter
écouter aussi Stéphane Servant qui lisait le livre et qui avait été accompagné aussi d'un musicien. Voilà, donc là, c'est vraiment quelque chose voilà, qui fait place à vraiment aussi la sensorialité du tout petit. On pouvait toucher, écouter l'histoire. Enfin, voilà, on travaille beaucoup aussi sur les sens, hein, bien sûr. Là, ce sont les jeux de Sarah Chevaux. Donc là, un jeu de construction qui reprend, voilà, donc les belles du nid. Ça, ce sont ces oiseaux culbutaux qu'elle a conçus. Et là, donc le petit mobilier, alors à hauteur d'enfant. Là, oui, là c'est plus sur ce matin, mais plus là dans l'immersion, le livre ouvert, le jeu d'imitation, puisque dans l'exposition, par exemple, du nid, les personnages sont retirés. C'est vraiment l'enfant qui est acteur de l'exposition, qui prend la place du personnage dans le livre. Donc là, c'est aussi pour Doux Rêveurs. On avait imaginé, donc la scénographe avait imaginé aussi donc, des sièges à bascule où on peut se coucher sur l'animal. Voilà. Et puis, donc on utilise aussi beaucoup voilà, le sol pour des lectures. Alors là, c'est très fréquenté par les parents qui y vont très volontiers. Donc là, alors là, c'est un petit peu différent. Là, c'est plus okay. la médiation. Et le jeu, du coup Sagan. Oui. Les albums de Lucie sont déjà des albums jeux quelque part, donc le jeu était déjà présent. L'idée c'était de sortir encore plus du livre et d'aller vers des dimensions. Elle se nourrit beaucoup aussi, elle écoute énormément et elle lit énormément de recherches sur le sujet, notamment tout ce qui est autour du jeu libre. Donc c'était un peu mettre en pratique ces choses-là avec des objets qu'elle avait imaginés mais qu'elle ne peut pas forcément faire fabriquer toute seule dans son coin. Donc ces fameux culbutaux, des jeux d'empilement, d'association, la cabane en carton qui est le résultat d'ateliers où au départ le carton est complètement fermé, il y a des livres ou des objets cachés à l'intérieur et au fur et à mesure de l'atelier on ouvre des portes et des fenêtres et ça reste une cabane qui reste dans l'exposition. Donc on a eu à peu près 5 cabanes sur les 3 mois et demi d'exposition parce qu'au bout d'un moment, comme c'est du carton, ça meurt, mais dans le module qui va circuler après sur le réseau, ce sera une cabane en bois donc qui sera un peu plus pérenne. Sur les 5 sens, on avait à la fois des plaques de verre qui sont des choses qui font partie du travail de Lucie, qui aime bien s'entourer d'artisans aussi pour tester des idées et pour avoir la noblesse de la matière que les enfants pouvaient toucher, donc étaient vraiment accrochés au ras du sol dans la prolongation des livres qu'on aperçoit là, et où il y avait un côté, comme c'est la technique du fusing, en fait les couleurs sont en relief, donc il y avait un côté à toucher intéressant, et c'était lisse et c'était plus froid que le bois sur lequel c'était accroché, donc on a vraiment vu des tout petits qui ne marchaient pas encore faire des roulés-boulés sur toute la longueur parce qu'ils avaient vu et qu'ils voulaient toucher et rester à toucher pendant un petit moment. Des jeux de motricité et puis sur le côté tactile, on avait adapté le tapis, en tapis de lecture tactile, l'album qui s'appelle Le Nid que vous voyez là à l'instant. Ouais, c'est un gros plan avec des bruiteurs et avec plein de surfaces différentes à toucher. Et là, c'est les petites vitrines dont je vous parlais tout à l'heure. Elles font 50 cm de haut, donc avec la vue dessus, sur les côtés. Donc elles sont ouvertes sur 3 côtés et elles sont vraiment au ras du sol, ce qui permet d'avoir une vue un peu comme ce que font les enfants quand ils s'emparent d'un livre et qu'ils le regardent un peu sous toutes les coutures. Et Nathalie, où est-ce que vous vous placez pour lire des histoires aux enfants ? Alors moi je me déplace en fait, je m'approche des enfants quand il y a des enfants qui viennent vers moi plutôt je dirais, et puis d'autres qui peuvent être en train de jouer, comme l'exemple de cette petite fille sur cette motte de beurre, où c'est moi qui vais m'approcher un petit peu de l'enfant pour proposer une lecture pendant qu'il joue à ce moment-là. Donc en fait, moi je suis complètement mobile et je n'ai pas de place attitrée, et c'est vraiment aussi en fonction des interactions qui vont être produites ou proposées ou par les livres, ou par les jeux, ou par les expositions, et tout ça mélangé avec en plus la présence des autres adultes. Donc toutes les interactions vont faire que moi je vais me déplacer au fur et à mesure. Pas répondu à ta question sur est-ce qu'on entend des histoires. Alors on n'en avait pas d'enregistré parce qu'on avait souhaité avec Lucie sonoriser à minima l'espace, donc avoir quand même une ambiance
qui va un peu avec l'idée de cocon bienveillant, pour quand la salle est vide et que les premiers arrivent, que ce soit pas intimidant. En plus, on a 4 mètres de hauteur sous plafond, donc ça peut vite résonner. Donc avoir une petite bande sonore qui a été conçue par les collègues de la médiathèque musicale, et notamment Damien Poncé, qui a très bien compris ce que voulait Lucie, qui l'a spatialisé. Donc on avait un jeu entre 2 enceintes, ce qui fait que les petits cherchaient d'où venait la voix qui s'entendait, et qui était des petites mélodies et des extraits de plein de comptines dans plein de langues du monde, mais qui n'étaient pas signifiantes. Donc c'est parce que je lui avais dit, et surtout, on ne veut pas le générique de Petit Ours Brun. J'ai pas grand-chose contre, enfin ni pour d'ailleurs, mais pour Petit Ours Brun, mais en tout cas le truc où tous les collègues vont m'en vouloir parce qu'ils l'auront dans la tête à vie. Donc ça fonctionnait très très bien, et c'était suffisamment ténu pour que dès qu'il y ait 4-5 enfants qui jouent, des parents qui lisent, on ne l'entende plus, donc ça rajoutait pas du brouhaha au bruit. Mais par contre, ça installait une petite atmosphère pour les premiers qui arrivaient, qui faisait que le parent ne se sentait pas obligé de chuchoter l'histoire à son enfant parce qu'il se sentait observé par le bibliothécaire. Et donc après, c'était soit nous, un peu en imitant les activités telles que Nathalie peut les pratiquer, qui nous mettions en position de lecture individuelle, ce qu'on a du mal à faire au quotidien par manque de temps. Voilà. Donc là, on était plus en proposition aux enfants qui le voulaient, mais il y a eu beaucoup plus d'adultes qui lisaient, ce qu'ils ne font pas dans le reste de la bibliothèque. Alors, on va être limité par le temps. Je vous propose d'arrêter là les questions. Est-ce que vous-même, vous avez des questions à poser à Hélène, Nathalie ou Claire, ou même à Cheyenne, qui est dans la salle? Oui. Ah oui, non, oui, non, je l'ai évoqué, c'était par rapport aussi, oui, à la PMI, c'était aussi, non par rapport à l'expérience avec Do Rêveur, c'est ça que je voulais aussi donc préciser. Pour nous, les PMI, c'est vraiment un lieu, comment dire, un petit peu stratégique, c'est vraiment aller peut-être vers les publics qui sont peut-être, comme on dit, un peu plus éloignés, en tout cas, de la fréquentation de lieux culturels, de médiathèques, qui ne vont pas forcément visiter des expositions ou aller, voilà, par exemple, au musée. Voilà, donc c'est vraiment pour nous une action importante aussi d'aller vers ces publics. Donc la PMI est pour nous aussi un terrain, aussi de jeu quelque part, puisque les familles, voilà, qui n'ont pas de, par exemple, elles accueillent beaucoup de familles qui sont logées vraiment soit en hôtel, soit vraiment dans des hôtels sociaux, vraiment avec très peu de place. Et l'enfant donc va à la PMI pour avoir des jeux, pour avoir de l'espace. Et donc je pense que aussi pour trouver aussi peut-être aussi voilà, des propositions aussi de proximité avec les œuvres. La création, c'est aussi créer chez les enfants aussi cet émerveillement dont ils ont tant besoin. Et c'est vrai que les professionnels nous disent c'est vraiment voilà, fondamental aussi que voilà, les œuvres aillent aussi, et les expositions aussi aillent vers ces lieux où on ne les attend pas, mais où les publics aussi en ont tellement besoin, je pense. Parce que c'est vrai que la banlieue, on ne va pas forcément sur Paris, où des familles ne vont pas forcément en médiathèque, et ça nous permet aussi voilà, donc d'ouvrir aussi ces propositions, ces créations aux familles. C'est un premier pas, et on travaille toujours avec les médiathèques pour faire le lien aussi avec le livre, bien sûr. J'y faisais allusion au tout début et j'ai pas eu le temps de compléter, mais dans le cadre de l'exposition Lucie Félix, la suite, c'est qu'une partie du dispositif qui a été imaginé sur la partie bébé, on l'avait prévu dupliquer dès le départ, et donc va devenir un module qui va circuler dans les bibliothèques, mais qui a lui-même été doublé pour circuler en PMI et dans les crèches municipales dans un premier temps. Alors la liste, je crois qu'il y en a 70 structures, mais du coup on a eu le temps, pendant la durée de l'exposition, d'accueillir un certain nombre de professionnels de ces structures pour qu'elles commencent à travailler les choses, et le module commencera à circuler à la rentrée de septembre 2024, donc on va pouvoir adapter aussi ce qui a moins bien fonctionné ou ce qui a besoin d'être adapté
entre ce qu'on a pu expérimenter nous et leur retour à elles quand elles ont visité l'exposition. Et ce qui complétait l'exposition aussi, c'était qu'il y avait la médiation dans l'exposition au quotidien, mais il y avait aussi un volant d'ateliers et de rencontres plutôt à destination des professionnels et des parents et des adultes tout au long de l'exposition qui a joué un peu ce jeu de pendulation entre on vient pour la conférence et puis finalement ça nous donne envie de revenir avec les enfants dans l'expo, ou bien on a découvert l'expo et on a envie de rencontrer l'auteur. Enfin voilà, ça a fonctionné aussi bien de ce point de vue-là, avec un public d'hyper proximité. On est bien servi, on a crèche, PMI, maternelle dans les moins de 50 mètres. D'un peu plus loin sur le 10e et carrément de gens qui, par le bouche à oreille, ont traversé Paris le dernier week-end de l'expo en disant non mais en fait je ne peux pas ne pas venir, j'ai traversé tout Paris pour ça, et sauf que c'était le rush et qu'on ne pouvait pas faire rentrer tout le monde, donc on leur disait allez emprunter des livres. Non, j'habite pas ici, donc je ne vais pas venir emprunter des livres ici, mais j'ai entendu parler de l'expo à la radio ou dans la presse ou je sais pas quoi et je veux absolument la voir. Donc voilà, ça a joué là aussi le rôle des cercles concentriques assez rapidement. Voilà, je propose que nous nous arrêtions ici. Nous vous remercions infiniment d'avoir assisté à notre journée d'études. Encore 1000 excuses pour les problèmes techniques de ce matin. Et nous vous proposons donc de suivre Axel qui va nous guider vers la médiathèque de Gentilly, voilà, il est là, et la maison Robert Doisneau. Merci à vous.